Active Info. Radioactive. Votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Radioactive. Ouvrez-vous sur la Touraine. Allez vas-y lâche-la, ta réforme, ton décret au chloroforme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré aujourd'hui à un cas très très précis dans le cadre de la loi de santé de Marisol Touraine, c'est celui des infirmiers anesthésistes. Et on écoutait à l'instant un extrait, on écoutera la chanson en entier à la fin de cette émission, de 7, une chanson écrite par David Durieux, chanteur du groupe Poule de Luxe, que vous entendez régulièrement sur cette antenne et qu'on a déjà invité pour parler musique. Et aujourd'hui, David, on vous a invité pour parler de votre métier, celui d'infirmier anesthésiste. Vous avez souhaité avec cette chanson tirer une sonnette d'alarme pour des raisons qu'on va expliquer parce qu'elles sont assez complexes et qui ont trait justement à cette nouvelle loi santé. L'infirmier anesthésiste, on le connaît mal, c'est l'anonyme du bloc opératoire. C'est un métier qui est très mal connu. Vous dites dans votre chanson que c'est celui qui négocie la trêve de la douleur pour le patient. C'est celui qu'on voit au moment de s'endormir, en tout cas avant de s'endormir et de plonger dans ce sommeil avant de se faire éventuellement charcuter. Et un de vos collègues, Laurent Crisagnac, disait dans un article dans le Plus de l'Obs, c'est celui dont vous cherchez le regard quand l'anesthésie commence et que l'angoisse vous étreint. J'aimerais qu'on... Ouais, c'est bien dit, c'est très joli. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'histoire aussi des infirmiers anesthésistes qui se font entendre depuis 2010. Ça gronde dans votre métier depuis 5 ans déjà. Là, ça explose avec la loi santé parce que ça vous va pas. Mais déjà en 2010, vous aviez opéré des grandes grèves pour attirer l'attention sur votre statut et sur un véritable problème de manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, la loi santé, elle vous met pas du tout à l'honneur. Au contraire, vous craignez de voir votre métier disparaître. Première question, c'est quoi exactement un infirmier anesthésiste? On dit que c'est un métier paramédical. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît le médecin anesthésiste, c'est celui qu'on voit quand on fait le dossier en général, avant d'aller se faire opérer. Et vous, infirmier anesthésiste, quelles sont vos tâches? Quelles sont vos prérogatives? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors on travaille en binôme avec le médecin anesthésiste, bien sûr, qui est le prescripteur, on va dire, c'est le chef à bord. On peut faire un parallèle intéressant avec l'aviation civile, par exemple. Dans un avion, vous avez un pilote et un copilote. C'est exactement le même principe. À savoir, quand vous rentrez dans un hôpital, vous avez votre consultation d'anesthésie. Et le médecin, en fonction de l'intervention que vous allez subir, va décider de est-ce qu'on vous fait une anesthésie générale, est-ce qu'on fait une anesthésie loco-régionale, une péridurale, des choses comme ça. Donc lui pose l'indication. Et ensuite, c'est à l'infirmier anesthésiste de mettre, on va dire, les gestes en pratique. C'est-à-dire que nous, vous allez nous trouver au bloc, jamais en consultation. La consultation, c'est quelque chose de médical. Mais au bloc opératoire, vous serez accueilli par l'infirmier anesthésiste, probablement endormi par les deux, c'est-à-dire le médecin anesthésiste et l'infirmier. Donc on va dire que l'induction anesthésique, ça va être le décollage. Quand vous prenez l'avion, c'est exactement la même chose. Donc une anesthésie, c'est la même chose. On peut faire le parallèle, à savoir vous allez décoller. Ensuite, vous allez avoir un vol de croisière qui correspondra à votre anesthésie et l'entretien d'anesthésie pendant l'intervention. Et puis en plus, qu'il faut entretenir l'anesthésie dans le sens où il faut aussi régulièrement éventuellement réinjecter du produit contre la douleur pendant l'anesthésie en fonction de la durée de l'opération. Enfin, vous êtes là pendant la durée de l'opération. Ah voilà, l'infirmier anesthésiste va vous surveiller pendant toute la durée de votre intervention, ce qui n'est pas le cas du médecin anesthésiste puisque lui, son job, c'est de gérer, on va dire, de coordonner plusieurs salles. Donc il ne peut pas être tout le temps dans la salle, d'accord? Donc en règle générale, celui qui entretient l'anesthésie et qui vous surveille pendant votre sommeil et pendant votre opération, c'est l'infirmier anesthésiste. Là où ce qui n'est pas connu, c'est l'aspect de l'autonomie de l'infirmier anesthésiste. Il faut bien comprendre que on est des infirmiers qui sont autonomes. Ça ne veut pas dire indépendant, bien sûr, d'accord? Il y a une différence à faire. L'indépendance, ça voudrait dire qu'on prescrit.
ce qui n'est pas le cas. Là, on travaille sur un protocole tacite entre le médecin et son infirmier, à savoir une anesthésie générale. Bon, bah voilà, nous, ça nous suffit, on sait quel type de produit on va utiliser. Et quel type de produit on va utiliser aussi pour l'entretien de l'anesthésie, c'est-à-dire vous allez avoir, pour vous maintenir en sommeil, la majorité du temps ce sera avec des gaz d'anesthésie, mais ça ne sert qu'à vous faire dormir uniquement, d'accord ? C'est-à-dire que si on n'injectait pas des produits pour faire l'analgésie, vous auriez mal en dormant, ce qui serait assez grave, puisqu'on s'est aperçu notamment quand il y avait des défauts d'analgésie ou des défauts de narcose pendant une anesthésie, les gens faisaient des réactions à type de choc post-traumatique, avec des cas de suicide comme 6 mois après. Comme s'ils bien sûr. n'avaient pas été... d'accord. Voilà, comme s'ils avaient subi la douleur quelque part. Ah mais ils l'ont subi. Okay. Ils l'ont subi et elle a été, non seulement ils l'ont subi, mais en plus de ça, elle a été enregistrée dans le subconscient. Et après le subconscient, il faut qu'il se décharge de ça. Aux États-Unis, il y avait des études qui avaient été faites sur des interventions en cardiologie où ça avait été déclenché à cause d'une vague de suicides qui avait eu lieu. Et en fait, ils se sont aperçus que l'anesthésie était défaillante et que les gens mémorisaient pendant l'intervention. Et ça peut donc en arriver à des conséquences comme un choc post-traumatique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, vous pétez un plomb, quoi, parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas qui est au fond de vous et qui est traumatisant. Donc nous, notre job, c'est d'éviter ça, de faire en sorte que vous n'ayez pas mal pendant que vous allez être opéré. Et pendant ce temps-là, bien sûr, il faut le rappeler encore une fois, l'infirmier anesthésiste est seul. Quand il y a une urgence en salle, il va faire appeler le médecin, mais le médecin peut très bien être ailleurs et ne pas arriver dans la minute, c'est-à-dire que le rôle de l'infirmier anesthésiste aussi, c'est de pallier à votre sécurité, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir une prescription médicale pour réinjecter de l'atropine ou pour faire en sorte que vous restiez en vie pendant l'intervention. L'anesthésie, c'est pas un acte banal, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, et que c'est pas non plus, c'est fait de surprise aussi, et vous devez prendre des décisions. Parfois, il y a des cas qui sont inattendus et qui n'étaient pas dans le protocole prévu, et c'est là que vous pouvez prendre les décisions pour maintenir la sécurité du patient et le maintenir en vie parfois. Bien sûr, on est obligé de faire face aux urgences, ça c'est obligatoire, ça fait partie de notre cursus de formation, puisque sur les 2 ans, on a pratiquement toute une année qui traite de ça, de l'urgence. On est obligé de faire face à ces choses-là, bien sûr, en attendant le médecin qui, en règle générale, n'est jamais très loin. De toute façon, on ne fait pas d'anesthésie sans que le médecin soit dans le bloc opératoire, normalement. Et je sais plus, c'était quoi la question ? Eh ben c'était ça, on en était à la formation finalement. Ouais. Vous êtes un infirmier, vous avez un cursus d'infirmier au départ, c'est ça ? Les infirmiers anesthésistes, c'est des infirmiers qui ont une compétence supplémentaire en anesthésie. Voilà, en anesthésie et en urgence réanimation. Ça c'est super important, surtout avec ce que le gouvernement s'apprête à faire, ou du moins ce que les gens des SAMU souhaiteraient. Il faut bien rappeler que l'infirmier qui aujourd'hui maîtrise parfaitement les situations d'urgence, c'est l'infirmier anesthésiste. Et ça depuis 60 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'infirmier anesthésiste a été créé sur le modèle des infirmiers américains, qui étaient autonomes dans leur pratique, sur les champs de bataille, ils se débrouillaient tout seuls. Donc l'infirmier anesthésiste aujourd'hui c'est ça. Et oui, on doit gérer ces choses-là. Ouais. C'est-à-dire que parce que l'hôpital est organisé d'une certaine manière et on ne connaît pas forcément cette organisation, vous, infirmier anesthésiste, vous pouvez intervenir au bloc, mais vous pouvez intervenir aussi dans le cadre des urgences, par exemple au SAMU. Bien sûr. Avec le SAMU. Bien sûr, c'est notre job. Voilà, à la base, votre job ça. Aussi, de moins en moins, bien sûr, puisque on n'est pas très nombreux, ça faut le rappeler. Il y a 9700 infirmiers anesthésistes en France, et puis ceux qui sont pas nombreux aussi, c'est les médecins anesthésistes, puisqu'ils sont plus que 11 500, je crois. Donc de plus en plus, avant dans les SAMU, vous aviez des médecins anesthésistes. Ils y sont plus, ils ont été remplacés par des médecins qui ont ce qu'on appelle des CAMU, c'est des médecins généralistes avec une formation d'urgentiste. Ils apprennent les bases de l'anesthésie et de la réanimation en fait. Oui, ça, ils ont des notions de sédation, on va appeler ça comme ça, c'est de la sédation, c'est pas de l'anesthésie pure et dure. Ils ont des produits, nous on utilise certains produits qu'eux n'ont pas le droit d'utiliser, comme le propofol par exemple. Et donc les médecins anesthésistes, je disais, sont de moins en moins nombreux dans les SAMU, ce qui se conçoit, puisqu'il faut faire un choix, au bout d'un moment on en a besoin dans les blocs opératoires. Le souci, si vous voulez, c'est que
Du coup, les IAT sont aussi de plus en plus évincés des SAMU par mesure budgétaire. Alors, les IAT, les infirmiers anesthésistes, pardon, oui. Diplômés. Voilà. Non seulement on n'est pas nombreux, mais en plus de ça, les restrictions budgétaires depuis quelques années font que on préfère payer un infirmier et le former à l'urgence plutôt que de mettre un infirmier anesthésiste dans un SAMU, puisque forcément l'infirmier anesthésiste va coûter un peu plus cher. Là, c'est ce qui se profile aussi, c'est-à-dire que avec la création des infirmiers de pratique avancée, il est question, même si pour l'instant on n'en parle pas vraiment au niveau du gouvernement, mais on voit bien les médecins urgentistes tenter de vouloir former leurs infirmiers de pratique avancée. Nous, on se dit que jusqu'à aujourd'hui, et on espère que ça va rester comme ça, on a quand même en France une exclusivité de compétences et qu'il n'est pas question qu'on y touche. Aujourd'hui, le paramédical qui est formé à l'urgence, c'est l'infirmier anesthésiste et personne d'autre. C'est comme ça que ça doit se passer, puisque en cursus de formation, il faut rappeler, c'est le titre de la chanson, ça s'appelle 7. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas 7 ans d'études, mais 7 ans pour faire un infirmier anesthésiste. C'est-à-dire que vous avez 3 ans et demi même de formation d'infirmier pour obtenir un premier diplôme d'État. Ensuite, vous avez 2 ans d'exercice obligatoire et ensuite vous avez 2 ans d'école d'infirmier anesthésiste avec un deuxième diplôme. Donc tout ça, ça fait bien 7 ans. Au final, vous ne pouvez pas faire un infirmier anesthésiste en 5 ans, vous ne pouvez pas le faire en 6. Vous êtes obligé au minimum de faire un infirmier anesthésiste en 7 ans. Moi, il m'a fallu plus de 10 ans. C'est ce qu'on appelle un niveau master. On est reconnu Master 2 depuis 2010. Bon, on n'en a pas la paye, on est payé en niveau licence. Alors justement, historiquement, en 2010, c'était ça votre revendication, c'était cette reconnaissance du diplôme du master, alors que vous êtes reconnu d'un point de vue salarial seulement au niveau licence, donc 2 ans en dessous. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout la même chose. À l'époque, vous aviez obtenu des primes. Je crois qu'on a obtenu une prime de 90 € ou 120 €, je ne sais plus très bien. Il me semble que c'est 120 € voilà, par 120, an, c'est ça Non, par mois. Non, par mois. Mais en échange, on a perdu notre prime de pénibilité. Donc on n'a rien gagné du tout. Et quand on... Vous voyez, là, je sors de garde, par exemple, j'ai fait 24 heures de garde. J'ai travaillé cette nuit à 4 h du matin. C'est pas pénible, hein, infirmier anesthésiste, c'est sûr. Quand on s'est tapé une journée de bloc opératoire, j'ai travaillé très exactement hier, c'est pas compliqué. J'ai ouvert ma salle à 8 h le matin, j'ai fait de l'anesthésie et les blocs opératoires jusqu'à 17 h 30 à peu près. On a refait une intervention vers 20 h. Et à 4 h du matin, j'ai refait une césarienne cette nuit. Mais c'est pas pénible. C'est pas pénible du tout. Une prime de pénibilité, c'est combien ? Aucune idée, je sais plus parce qu'on l'a perdu en 2010 et du coup je sais même plus, oui je sais plus, mais on a perdu la pénibilité. Alors encore une fois, c'est pas trop, bien sûr que c'est important de parler d'argent. Mais alors à l'époque, c'était les revendications en 2010 étaient là-dessus déjà et vous aviez été à moitié entendu, si on peut dire ça comme ça. On peut même dire qu'on n'a pas été entendu du tout. Que vous n'avez pas été entendu. Vous espériez avec Marisol Touraine et avec ce gouvernement d'être un peu mieux reconnu et la loi santé fait globalement l'impasse sur les infirmiers de toute façon, d'une manière générale, et souhaite, on en parlait tout à l'heure, créer un nouveau métier qui est une sorte de coquille vide, on en parlait en préparant cette émission, qui est l'infirmier en pratique avancée. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire, ça, les pratiques avancées Qu'est-ce que ça recouvre ? Parce qu'on ne connaît pas ça en France, ce concept de pratique avancée. Est-ce que c'est un super infirmier ? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un infirmier lambda ? Alors la pratique avancée, c'est quelque chose qui se fait au niveau européen, donc la France se met, on va dire, dans l'alignement de l'Europe, etc. La pratique avancée, c'est quoi ? C'est pallier au manque de professions qui sont entre le paramédical et le médical. D'accord ? C'est vrai qu'il y a un gros trou là, la différence est énorme, soit vous êtes médecin, soit vous êtes infirmier, et il n'y a rien entre. Il n'y a pas de passerelle. Il y a aucune passerelle, à part maintenant pour les sages-femmes qui sont en statut médical. Mais sinon, il n'y a aucune passerelle. Alors le truc, c'est... qu'est-ce que ça va être qu'un infirmier en pratique avancée ? Ça va être un infirmier qui aura bien sûr son diplôme d'infirmier, plus un cursus universitaire qui lui permettra d'obtenir, on va dire, une spécialisation dans un domaine très défini. Il y en a déjà des domaines définis, d'accord ? Il y a la diabétologie, je crois, les parcours complexes en neuro. Cancérologie, me semble aussi. Voilà, en cancéro. Voilà, donc après, il ne faut pas se tromper, les infirmiers anesthésistes ne sont pas contre les pratiques avancées, c'est pas le propos du tout, puisqu'on est tous d'accord pour dire que c'est une belle avancée pour la profession infirmière, c'est super bien.
Ça ouvre des champs de compétences. Alors qu'est-ce que ça leur donne en plus Est-ce qu'on peut dire qu'un infirmier, c'est celui qui pose un acte, et un infirmier en pratique avancée, il peut aussi établir une évaluation, éventuellement poser un diagnostic? Est-ce que c'est ça la différence entre les deux? La différence, c'est l'autonomie. C'est le fait de pouvoir poser un diagnostic, donc en tout cas réagir à une situation qu'on voit et agir sans avoir à en référer à un médecin. C'est ça. Sur certaines situations très précises, j'imagine. Pas tout. Bien sûr, dans un champ de compétences défini, bien sûr. Mais ça, finalement, c'est ce que vous faites, vous, infirmier anesthésiste. C'est la définition de l'infirmier anesthésiste. Et ça a été occulté par cette nouvelle loi de santé, c'est-à-dire qu'on parle de ces nouveaux infirmiers en pratique avancée, mais on ne parle pas de vous. Non, on ne parle pas de nous, et surtout le gouvernement... Pourtant, Marisol Touraine, il faut rappeler un truc quand même, histoire d'être polémique un peu, parce qu'on va arrêter d'être gentil. Marisol Touraine, en 2010, était dans la rue à côté des infirmiers anesthésistes et nous soutenait. Elle nous disait de rien lâcher. Voilà, no comment. Aujourd'hui, c'est elle qui nous met la tête sous l'eau. Donc au départ, on s'était dit, bon... Elle va réagir, elle va quand même se souvenir qu'en 2010, elle était avec nous dans la rue et qu'elle trouvait plus que légitime que l'infirmier anesthésiste soit reconnu, puisque voilà. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, les infirmiers de pratique avancée, quand vous lisez un petit peu la définition de l'infirmier de pratique avancée, vous vous retrouvez avec exactement la première phrase que celle qu'il y a dans le décret de compétence de l'infirmier anesthésiste, et ce depuis des décennies. On comprend pas très bien pourquoi... on a créé un titre supplémentaire dans le Code de la santé publique, dans le livre 3 de la santé publique, c'est-à-dire un titre 10, dans lequel il y a les IPA. Les IPA sont sortis du titre 1, puisque le titre 1, c'est les infirmiers. En pratique avancée. Voilà, et infirmiers SP. On ne comprend pas très bien pourquoi dans le titre 10, il n'y a pas infirmier en pratique avancée et infirmier anesthésiste. Alors on ne veut pas non plus être considérés comme des infirmiers de pratique avancée, parce que il y a un risque, c'est-à-dire que si on crée un titre infirmier en pratique avancée et qu'à l'intérieur on glisse au même titre que l'infirmier de pratique avancée en diabéto, etc., on colle les infirmiers anesthésistes là-dedans, ça veut dire qu'après par décret on peut tout modifier. La bagarre des infirmiers anesthésistes aujourd'hui, c'est de reconnaître enfin et une bonne fois pour toutes l'exclusivité des compétences, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que demain, on crée un pseudo-infirmier qui sera spécialisé dans l'anesthésie du doigt, un autre dans l'anesthésie de l'oreille, parce qu'on peut tout voir aussi, je veux dire, en fonction des besoins de certains endroits. On vous dira, oui, mais dans tel endroit, on fait que des ALR, par exemple, enfin des anesthésies loco-régionales, donc on va former des IPA en surveillance des ALR, etc. Ce qui est complètement... ce qui voudrait dire qu'en fait, on démantèle complètement la formation de l'infirmier anesthésiste, et que du coup, il n'y a plus aucune valeur à faire ça. Le risque, en fait, c'est ça, c'est... Le risque, c'est les infirmiers, par exemple, en pratique avancée, il est question dans les SAMU, le SAMU de France, là, mène une bagarre pour créer ces infirmiers de pratique avancée en urgence. Il est clair que c'est ouvertement, de toute façon, on va dire, une manière d'empiéter sur le champ de compétences des infirmiers anesthésistes, puisque la formation des infirmiers anesthésistes, la deuxième année, ne comporte que ça, c'est-à-dire urgence, réa. C'est notre job, ça. Donc on ne voit pas très bien pourquoi on va aller former des gens à faire cette partie-là de notre job. Après, bien sûr, on peut extrapoler et aller voir un peu plus loin. Effectivement, on peut s'apercevoir que le souci de Marisol Touraine aujourd'hui, qui est de payer les infirmiers anesthésistes à hauteur de leur Master 2, sera définitivement réglé, puisque si on donne le contenu de la formation d'infirmiers anesthésistes, du moins la deuxième année, à d'autres infirmiers, ça voudra dire que l'État n'est pas stupide, ils ne vont pas faire des doublons. Donc on va nous la supprimer. Après on va parler en histoire de crédit universitaire, c'est-à-dire les fameuses ECTS. La deuxième année de l'école d'IAD, c'est 60 ECTS et la première c'est 60. Si vous en virez 60, vous vous retrouvez... Crédit heure. Voilà. En gros, si vous virez les 60 ECTS de l'IAD, ils retombent en licence. Du coup, c'est bien parce qu'elle a plus à se casser la tête et à essayer de nous tenir tête, alors que finalement, on a raison. On est Master 2, on ne comprend pas pourquoi la rémunération ne va pas avec et la reconnaissance surtout ne va pas avec. Donc finalement, vous craignez une réorganisation totale des professions d'infirmiers et du coup, la perte de votre spécificité d'infirmier anesthésiste. C'est possible, ça, vu ce qui effectivement se profile. Tout risque d'être complètement chamboulé. Est-ce que vous avez quand même pu discuter avec elle ou avec son cabinet de ces cas-là? Est-ce que vous avez des réponses quand même sur votre statut, sur votre avenir, ou pas du tout? Parce que la loi est quand même passée, donc on imagine qu'il y a des projets quand même un peu avancés.
concernant ce nouveau métier. Il y a des réunions avec la DGOS sur Paris. Là, Alors la DGOS, pour rappeler aux auditeurs Direction Générale de l'Offre de Soins, je crois. C'est on va dire que c'est le cabinet qui s'occupe des affaires de santé pour le cabinet Touraine. Mais il faut savoir qu'actuellement on est reçu par on va dire nos représentants syndicaux sont reçus par la DGOS sans la présence de Madame la Ministre. Normalement, on doit mandater quelqu'un pour prendre des décisions. Et là, pour l'instant, ils sont mandatés de rien. Donc en fait, on continue à faire des réunions avec eux, des réunions de travail. On nous a demandé de nous plier à cet exercice quand on a fait la première manifestation en octobre. On a dit OK, pourquoi pas. Maintenant, on nous dit on veut bien vous reconnaître, mais il va falloir probablement revoir vos compétences et pourquoi pas vous en rajouter. OK. On veut bien, sauf que du coup ça porte à confusion, c'est-à-dire qu'on va rajouter quoi comme type de compétence? Alors pendant un moment il était supposé, on parlait de la visite pré-anesthésique, mais la visite pré-anesthésique elle est médicale, ça n'a rien à voir nous on est des infirmiers à la base et on ne veut pas être des médecins, c'est pas le propos du tout, on n'a pas cette prétention-là, on ne suit pas le cursus universitaire de la fac de médecine, donc les revendications des infirmiers anesthésistes aujourd'hui ne sont pas d'empiéter sur le terrain des médecins. C'est pas ça du tout. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire d'ailleurs, ça y est, j'ai perdu. Des discussions avec le cabinet de Marisol Touraine. Ils essayent donc de modifier vos prérogatives finalement en empiétant un peu sur celles des médecins. On a l'impression que les frontières bougent de partout, quoi. Oui, mais je sais pas, c'est bizarre parce que d'un autre côté, ils savent très bien que les médecins ne vont pas accepter ça. Les infirmiers non plus d'ailleurs, puisque encore une fois, le postulat des infirmiers anesthésistes aujourd'hui n'est pas d'aller remplacer les médecins, on n'en a pas la compétence, faut pas dire de bêtises. Simplement, je pense qu'on nous mène en bateau un petit peu, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, on va revoir, la reconnaissance, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Mais ça fait 60 ans qu'on fait les mêmes choses, madame, il serait quand même temps d'ouvrir les yeux. Je veux dire, si notre ministre de la Santé, elle ne sait pas ce qu'un infirmier anesthésiste fait dans son hôpital, c'est quand même grave. Au bout d'un moment... faut se remettre un peu en question, quoi. Donc là, on nous parle on nous a parlé de visites pré-anesthésiques, etc. Ce qui fait que je pense que ça a un effet néfaste, puisque nos sociétés savantes de médecins, anesthésistes, je pense que quand ils entendent parler de ce genre de choses, où on leur dit la consultation de pré-anesthésie, etc., et il est bien normal que ces gens-là, quelque part, sautent sur leur fauteuil en disant non mais... on va piquer ça à un infirmier. Ça, c'est ma prérogative, c'est mon job, alors on va... Voilà. Et je pense que du coup, on induit un petit peu le débat hors des frontières de là où il devrait être mené, quoi. Nous, ce qu'on demande, c'est à être reconnu pour ce qu'on fait depuis des décennies, quoi. Et rien de plus. On demande à ce que notre décret de compétence soit enfin reconnu. On le fait tous les jours, on voit pas pourquoi il serait pas reconnu. Enfin, c'est... Est-ce que ça crée des rivalités, voire des conflits entre les différents services ? On parlait des urgences tout à l'heure, du SAMU, on parle des médecins anesthésistes. Est-ce que le fait de faire bouger les métiers à l'intérieur de la santé est du coup en train de mettre les gens un peu les uns contre les autres, parce que certains gagnent des prérogatives, d'autres en perdent, etc. Bon, on va pas mentir, forcément ça crée des tensions, c'est évident. Quand vous voyez que SAMU de France publie qu'il n'y a pas de plus-value à avoir un infirmier anesthésiste lors d'une sortie SAMU... Pour vous, c'est une attaque claire contre le métier ? C'est une attaque, c'est une déclaration de guerre, parce qu'on peut leur prouver du jour au lendemain, sans aucun problème, sur n'importe quelle intervention, que la plus-value de l'infirmier anesthésiste, elle est évidente. Je vais vous donner un truc tout bête. C'est vrai que l'acte le plus réalisé et représentatif, on va dire, de l'infirmier anesthésiste, c'est la fameuse intubation. Un médecin urgentiste, il va intuber quoi ? 15 fois dans son mois ? Dans des grands services, il va intuber 15 fois dans son mois. Moi, j'intube 15 fois par jour, quoi. Donc, faut arrêter de dire des bêtises au bout d'un moment. Il y a des gens qui savent faire et d'autres qui ont moins de pratique. Ça, c'est pas une histoire de compétence, c'est juste une histoire du fait qu'on travaille dans un service où on fait ça tous les jours. Et notre pratique, c'est ça. Est-ce que c'est la tendance un peu générale ? On a l'impression, quand on a suivi un peu les débats, de d'abord réduire les coûts, réduire les coûts de personnel, et que la réorganisation, elle n'est pas d'abord économique avant d'être
de l'efficacité du soin, on dirait. Ah mais là on va complètement il faut bien comprendre un truc, la bagarre des infirmiers anesthésistes en 2010, elle était axée sur la sécurité du patient bien sûr, mais elle était aussi surtout axée sur les revendications, on va dire salariales et de reconnaissance statutaire. Aujourd'hui c'est toujours le cas. Bien évidemment on aimerait gagner plus, puisque un infirmier anesthésiste avec 7 ans de parcours commence sa carrière à 1 800 €. Faut le savoir. Hein. Moi, j'ai pas de honte à dire combien je gagne à la fin du mois. Je suis quelqu'un qui a 45 ans. Ça fait 8 ans que je fais de l'anesthésie. Je suis infirmier depuis. Ça fait 16 ans que je suis infirmier. Et je suis toujours à 2 400 € par mois. Il faut rappeler quand même que pendant vos 2 heures d'anesthésie, c'est moi qui vous surveille. Donc il y a quand même un problème. En dehors de ça c'est quelque chose qui nous paraît évident, mais la crainte aujourd'hui, elle n'est pas là. La vraie crainte, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer si notre formation n'est pas reconnue, dévaluée, et que finalement, il y a d'autres spécificités dans le champ des infirmiers qui se montent et qui sont mieux rémunérées, moins compliquées d'accès, puisque nous, il faut 2 ans quand même. Hein. Je veux dire, une pratique avancée, après, il n'y aura certainement pas 2 ans de fac. Hein. Ça va être 6 mois, 1 an, au mieux, mais pas 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Le truc est très simple. Nous, notre grande crainte, c'est que les futurs infirmiers dans le métier socle se disent « Non mais qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire 2 ans d'école d'anesthésie pour qu'au final je sois reconnu en licence et puis qu'au final j'ai plus l'accès au SAMU et aux soins d'urgence, etc. et que alors que je pourrais très bien faire quelque chose en 6 mois dans je sais pas dans autre chose et gagner bien plus cher et on a voilà. Alors après parce qu'il ne faut pas se tromper, on n'est plus des bonnes sœurs. Hein. Ça, c'est une légende. Hein. Je veux dire, les infirmiers qui soient spécialisés ou non, ne sont plus des bonnes sœurs. Il faut sortir de ce carcan-là, quoi. Pourquoi des bonnes sœurs donc des gens naïfs ? Non, c'est pas ça. Une bonne sœur, c'est pas spécialement naïf. Du moins, j'espère pour elle, mais c'est pas ça. C'est que le métier de l'infirmier vient des bonnes sœurs, on est d'accord. Mais les bonnes sœurs, elles travaillaient pour rien. Ah oui, d'accord, vous n'êtes pas dans le sacrifice, quoi. On n'y est plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous prendre pour ça. On est des professionnels, et dans le mot profession, ça veut bien dire qu'on est rémunéré pour quelque chose, d'accord ? Si on est des professionnels, ça veut aussi dire qu'on ait des compétences. Je suis désolé, en France, chaque personne qui a des compétences, elle est rémunérée correctement, quoi. Voilà. Donc le truc, c'est que vous aurez des gens qui, oui, bien sûr, aimeraient faire de l'anesthésie, mais aussi au final, ils se disent, moi, si c'est pour me retrouver en salle, confronté à des urgences, à des cas pas possibles, à des journées opératoires de 10 heures avec des gardes de 24 heures, et puis finalement être payé au niveau licence, alors que je peux beaucoup moins m'embêter dans la vie, faire 6 mois de fac et gagner 1000 balles de plus, je suis pas sûr que la vocation prenne le dessus. Et donc vous craignez que le métier se soit perdu par ce biais-là, par une formation qui est moins intéressante qu'une autre. Vous avez fait une grande grève le 1er octobre 2015, donc c'était avant que la loi soit votée. Est-ce que vous avez, vous les infirmiers anesthésistes, l'intention de continuer la lutte, même si la loi est votée ? Est-ce que vous avez l'intention de vous faire entendre encore ? On va se faire entendre, probablement dans les semaines ou les mois qui viennent, ça c'est sûr. On est resté un petit peu en stand-by parce qu'on pensait, on a été naïfs. On était très naïfs, on a été naïfs de croire, je pense, que le cabinet Touraine suspendrait les négociations et les discussions pendant l'état d'urgence, puisque d'une part, nous, on n'avait pas du tout envie de manifester quoi que ce soit après ce qui s'est passé à Paris, bien sûr. Ça aurait été d'une part très malvenu, et puis d'autre part, je pense que il faut savoir quand même que toutes les professions d'urgence, que ce soit des IAD ou il y a eu pas mal d'infirmiers militaires dans la rue ce jour-là aussi, hein, des médecins, tous les intervenants en termes de santé qui ont eu affaire à ce truc-là ont été, je pense, très profondément choqués, ce qui est normal. Et par respect pour ces gens-là, et puis parce que le cœur n'y était pas, tout simplement, on a eu la naïveté de croire que le gouvernement respecterait le fait qu'on n'ait pas envie de discuter de ça, de revendications salariales, de trucs qui finalement n'ont pas vraiment une importance dans un contexte comme ça, et qui sont très malvenus. Sauf que la loi est passée quand même, c'est-à-dire qu'elle a été refusée, elle a été refusée au Sénat, et puis elle est passée en force à l'Assemblée pendant l'état d'urgence, donc où on est censé quand même, quand on est... je veux dire, quand vous regardez au regard de la loi, vous n'avez pas le droit de faire des manifestations à l'extérieur, des manifestations de grande envergure à l'extérieur dans des endroits qui sont difficilement sécurisables. Donc ça veut dire que si vous descendez dans la rue demain,
avant même que vous ayez fait entendre votre voix, il y aura des cars de CRS de partout qui vous expulseront et qui vous remettront dans les trains rapidement sous le seul prétexte de l'état d'urgence. Donc, on s'est dit, aller chercher la bagarre, ça nous branche pas plus que ça. On a fait des actions par le passé qui étaient de bloquer la gare Montparnasse, etc. Et je pense que le courant n'est plus à ça, puisqu'on est des professionnels de santé et qu'on passe notre vie à aider les gens, et qu'on ne voit pas comment, du jour au lendemain, on pourrait se retrouver dans la peau de ceux qui vont emmerder le monde. Donc ça, c'est très compliqué pour nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision comme ça, de vraiment manifester et de mettre des grains de sable dans la vie des gens, c'est super difficile pour nous, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait tous les jours, quoi. Donc je pense que ce type de manifestation ne se produira plus. Du moins, c'est l'avis du collectif où je suis, moi, dans le centre. On n'est pas pour ce genre de choses. La manifestation du 1er octobre n'a gêné personne. On s'est arrangé pour que de rien bloquer, c'est-à-dire qu'on a tous débarqué à Montparnasse, mais en aucun cas sur les voies ou en aucun cas dans la gare. On était à l'extérieur et après on a marché jusqu'au ministère de la Santé. Sans bloquer le trafic, etc. On a un peu ralenti forcément, puisque quand vous avez, je sais plus combien on était ce jour-là, mais forcément ça ralentit un peu, et puis il y a les forces de police qui encadrent tout ça. Donc, mais ça nous a permis à ce moment-là aussi de distribuer des tracts aux gens pour expliquer un petit peu qui on était et pourquoi ça va pas, quoi. Alors le truc, c'est effectivement, on a peur que notre profession disparaisse, mais je crois que là où il y a un réel danger, où il faut que les gens soient vraiment sensibilisés à la cause des infirmiers anesthésistes, c'est que, dites-vous bien que soit nous dans les blocs, la sécurité va être fortement compromise. On a une formation aujourd'hui qui est reconnue par les instances internationales. D'accord, il y a une fédération internationale. D'ailleurs, dans votre combat. Voilà, il y a une fédération internationale des infirmiers anesthésistes qui est rentrée dans le combat il y a, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines par un courrier à Marisol Touraine en disant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'infirmier anesthésiste français était le seul à ne pas être reconnu pour ses compétences. Alors que partout dans le monde, toutes les manifestations, toutes les interventions régies par l'OMS sont axées, on va dire, en termes de compétences sur la compétence des infirmiers anesthésistes, qu'ils soient américains ou n'importe quoi. Tous les systèmes de secours sont basés là-dessus. Donc ils sont rentrés dans la guerre il n'y a pas très longtemps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a des revendications salariales. Oui, il y a une peur vraiment de démanteler une profession parce qu'elle sera plus attractive et qu'elle est à haut risque. Il faut le rappeler quand même, hein. Quand vous avez une anesthésie, on dit toujours, nous, dans notre jargon, on dit toujours qu'il n'y a pas de petites anesthésies. Ça n'existe pas, une petite anesthésie. Quand on veut dire oui, vous allez au bloc, mais vous allez dormir 5 minutes, c'est une petite anesthésie. C'est complètement faux. Que vous dormiez 5 minutes ou que vous dormiez 2 heures, les risques sont les mêmes. Vous aurez toujours des risques. Vous pouvez y laisser votre peau dans les 5 minutes. Je veux dire, il faut pas 2 heures pour faire un choc anaphylactique à une drogue. Hein. Il faut 10 secondes. Donc il n'y a pas de petites anesthésies. Après, je pense que si vous avez des gens dans les blocs opératoires qui sont sous-formés pour vous surveiller, il y aura des surprises. Malheureusement, il y a des endroits qui ne seront pas dans ce cas-là. Hein, puisque on va pas faire de polémique, mais en même temps, je suis pas là non plus pour être gentil. Je pense que dès que certains, il y a eu un député, je sais plus, ou un ministre, il y a quelque temps, qui a eu un petit problème de santé, vous remarquerez que ces gens-là ne vont pas au CHU de Tours, ou ils vont pas au CH Vierzon, ni à Bourges, ni à Grenoble. Non, ils vont pas là. Ils vont à l'hôpital américain de Neuilly. Donc ça veut dire que ces gens-là vivent dans un système parallèle au nôtre. En clair, ils en ont rien à foutre que vous soyez malade ou pas, quoi. Et ça commence vraiment à nous agacer. Moi, je sais que vraiment ça commence à me peser, quoi. De voir qu'il y a une justice à 2 vitesses et une santé à 2 vitesses en France, ça devient vraiment pénible, quoi. Et dites-vous que tout ce qui est en train de se préparer là, ce sera ça. J'espère qu'on vous entendra bientôt. Alors comment, on ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore comment vous allez vous faire entendre. En tout cas, le 11 février, peut-être que la date va changer en raison de l'état d'urgence. Est prévue une grande conférence de la santé sur les formations des professionnels, sur les métiers, sur les compétences, sur les parcours professionnels aussi. On aura peut-être l'occasion de reparler des infirmiers anesthésistes à ce moment-là. Merci beaucoup, David, de votre intervention. Un petit clin d'œil à votre collègue qui n'a pas pu venir parce qu'elle est restée coincée dans les bouchons. Elle travaillait au CHU
CHU de Tours. Elle aurait certainement eu aussi beaucoup d'expérience à partager avec nous. On la salue. Je rappelle que vous êtes à l'hôpital de Vierzon et vous êtes membre du collectif Centre des infirmiers anesthésistes, organisé donc pour promouvoir votre profession et la défendre en ce moment. Merci beaucoup. On termine cette émission avec le titre que vous avez écrit qui s'appelle 7 et qui est disponible sur le SoundCloud de Poule de Luxe, si je ne me trompe pas. Oui. Donc rendez-vous sur le SoundCloud de Poule de Luxe. Vous pourrez écouter les autres titres de ce très bon groupe. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Allez vas-y lâche-la, ta réforme, ton décret au chloroforme. T'oublies celui qui gère quand t'es sur le dos, celui qui veille sur ta peau. 7 ans madame il faut pour me faire, ça fait de moi un master. 7 ans madame il faut pour bien faire, on l'a dit au ministère. Je crois qu'on a un problème, toi chérie t'es à la traîne, on n'en dort plus à l'éther. Aujourd'hui faut des experts. Quand t'as mal dans ta chair, je négocie la trêve, pourtant tu me vois à peine. Si tu savais qui je suis, tu me dirais je t'aime, mais t'oublies tout au réveil. 7 ans madame il faut pour me faire, ça fait de moi un master. 7 ans madame il faut pour bien faire, on l'a dit au ministère. Et je crois qu'on a un problème, toi chérie t'es à la traîne, on n'en dort plus à l'éther. Aujourd'hui faut des experts. Pour me faire, il faut 7 ans 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 pour me faire. Je crois qu'on a un problème. Je crois qu'on a un problème, toi chérie t'es à la traîne, on n'en dort plus à l'éther. Aujourd'hui faut des experts. Je crois qu'on a un problème, je crois qu'on a un problème, je crois qu'on a un problème. Active Info. Radioactive. Votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Radioactive. Ouvrez-vous sur la Touraine.